Rosalie descend chez la reine et lui demande si elle a besoin de quelques aliments. En entrant dans le cachot où brûlent deux lumières, la jeune fille aperçoit un officier de gendarmerie assis dans l'angle de gauche. Marie-Antoinette est encore tout habillée de noir, étendue sur son lit, le visage tourné vers la fenêtre. Elle appuie la tête sur sa main. Rosalie lui dit « Madame, vous n'avez rien pris hier au soir, et presque rien dans la journée. Que désirez-vous prendre ce matin ?» Marie-Antoinette verse des larmes en abondance et répond « Ma fille, je n'ai plus besoin de rien, tout est fini pour moi. » Mais Rosalie se permet d'ajouter « Madame, j'ai conservé sur mes fourneaux un bouillon et un vermicelle, vous avez besoin de vous soutenir, permettez-moi de vous apporter quelque chose. » Les pleurs de Marie-Antoinette redoublent mais elle répond « Rosalie, apportez-moi un bouillon. » Elle ne peut malheureusement en avaler que quelques cuillerées, et Rosalie constate alors que Marie-Antoinette perd tout son sang, et que si on ne l'avait pas exécutée, elle n'aurait pas tardé à décéder du cancer de l'utérus, qui la terrasse depuis des semaines. Au moment où elle désire changer de linge, on lui demande de ne pas aller en deuil du roi, ce qui serait provocateur. Elle sera donc en blanc qui la couleur du deuil des reines, et revêtira le déshabillé qu'elle portait habituellement le matin qui est une jupe blanche au-dessus d'un jupon noir. Rosalie revient auprès de Marie-Antoinette pour l'aider à l'habiller. La reine passe dans la ruelle laissée entre le lit et la muraille et abat sa robe afin de changer de linge pour la dernière fois. L'officier de gendarmerie s'approche et se tenant auprès du traversin, regarde la princesse se changer, ce à quoi la reine remet aussitôt son fichu sur ses épaules et avec une grande douceur, elle dit au jeune homme « Au nom de l'honnêteté, monsieur, permettez que je change de linge sans témoin. » Le gendarme répond brusquement « Je ne saurais y consentir. Mes ordres portent que je dois avoir l'œil sur tous vos mouvements. » Alors Rosalie s'impose en paravent de Marie-Antoinette pour la dernière fois. Elle quitte la chemise ensanglantée qu'elle tente de dissimuler dans un recoin du mur qui jouxte le lit, et Rosalie la quitte pour toujours. Marie-Antoinette ne gardera qu'un simple bonnet de linon, sans barbe ni marque de deuil. Elle est donc prête, elle attend son bourreau, en priant au pied de son lit. Beau entre et dit à Marie-Antoinette « Madame, il y a là un curé de Paris qui demande si vous voulez vous confesser. » Ce à quoi Marie-Antoinette répondra « Un curé de Paris? Il n'y en a guère. » Le prêtre s'avance, vêtu en laïque, il s'incline et se présente « Madame, je suis l'abbé Girard, curé de Saint-Landry, dans la cité, je suis venu vous offrir l'aide de mon ministère. » Marie-Antoinette secoue la tête « Je vous remercie, je n'ai besoin de personne. » Il répond par « Mais que dira-t-on madame, lorsqu'on saura que vous avez refusé les secours de la religion dans ces suprêmes moments ?» Marie-Antoinette répondra « Vous direz à ceux qui vous en parleront que Dieu y a pourvu dans sa miséricorde. » Mais l'abbé insiste encore « Ne voulez-vous pas que je vous accompagne ?» Ce à quoi elle répond « Comme vous voudrez. » Sans se préoccuper de l'abbé, elle retourne à ses pensées et à ses prières, mais il constate qu'elle grelotte. Elle a surtout froid aux pieds. Le prêtre assermenté lui couvre donc les pieds avec son traversin. Les 4 juges et le greffier du tribunal révolutionnaire entrent dans la pièce où se trouve Marie-Antoinette, en présence de Louis Larivière et lui font lecture de la sentence. Marie-Antoinette dit « Cette lecture est inutile. Je ne connais que trop cette sentence. » Mais ils répondent « Il importe, il faut qu'elle vous soit lue une seconde fois. » À la fin de la lecture, le bourreau Henri Sanson qui est le fils de l'exécuteur, qui 9 mois plus tôt, a guillotiné Louis XVI et c'est maintenant à lui que revient à ce jour d'exercer l'office de bourreau, il voudra même se montrer courtois, mais Hermann le rappelle à l'ordre. Fais ton devoir. Il s'incline, demande à la condamnée de présenter ses mains. Marie-Antoinette choquée répond « Oh, mon Dieu, voulez-vous les lier? On ne les a point liés à mon mari. » Il lui répond qu'il est obligé, elle résiste, il lui saisit les 2 bras qui l'attachent fortement derrière le dos, à la hauteur des coudes.
Samson qui domine Marie-Antoinette de sa hauteur lui enlève brusquement son bonnet qu'elle a mis tant de soin à arranger et armé d'une grosse paire de ciseaux taille à grands coups les cheveux devenus blancs, mais malgré cela encore des reflets blonds cendrés. Elle pense que l'on va l'exécuter à la hache. Samson enfouit sa chevelure dans sa poche, elle sera brûlée tout à l'heure pour ne pas créer de relique royale. De ses grosses mains, le bourreau replace le bonnet très haut sur la tête de la reine, des mèches coupées très inégales encadrent la nuque dégagée. Rosalie quitte Marie-Antoinette sans oser lui faire des adieux, ni une seule révérence de peur de la compromettre et de l'affliger. Elle s'en va pleurer dans son cabinet et prier Dieu pour elle. Marie-Antoinette passe devant le porte-clés, la rivière, vous savez qu'on va me faire mourir? Marie-Antoinette franchit la grille de la conciergerie menée par une corde et les mains attachées par Henri Samson, et se dirige vers la cour du mai, mais elle se plaignit d'un besoin pressant qui obligea de lui délier les mains, pour qu'elle puisse aller faire ce qu'elle avait à faire, dans un recoin obscur nommé « la sourcière », dont l'entrée se trouve à l'angle gauche du greffe. Après cela, ses mains, qu'elle tendit encore une fois de plus, furent liées à nouveau. Après cela, elle monte les marches de la conciergerie et c'est une charrette qui l'attend, ce à quoi Marie-Antoinette ne peut réprimer un sursaut d'épouvante. Elle s'était imaginé qu'elle serait transportée dans un carrosse semblable à celui qui avait emmené Louis XVI le matin du 21 janvier 1793. Or il s'agit d'une vulgaire charrette qui est destinée à véhiculer les ordures. Et à la vue de cette charrette elle est saisie d'une faiblesse. Il s'agit d'un plateau de bois, posé sur des essieux, et tiré par deux percherons, une race de cheval. L'ex-reine de France grimpe l'escabeau avec l'aide de Samson. Le cortège funèbre se met en route. Assise du côté opposé au sens de la marche. Marie-Antoinette est mise à gauche à côté de l'abbé Girard qui ne dit pas un mot sauf celui-ci. « Madame, voilà le moment de vous armer de courage. » Ce à quoi répond Marie-Antoinette. « Du courage, il y a longtemps que j'en fais l'apprentissage qu'il n'est pas à craindre que j'en manque aujourd'hui. » Et le curé n'entendra plus la voix de la reine. À sa sortie de la cour du mai, la charrette roule lentement au travers de la foule. 30 000 hommes de troupes forment une haie tout au long du parcours. À l'entrée de la rue Saint-Honoré, elle est huée, malmenée par la foule massée sur le chemin, la charrette s'arrête. Le peintre et révolutionnaire Jacques-Louis David, qui observe le cortège, dessine un croquis qui restera légendaire. D'après certains historiens, elle subit avec dignité les sarcasmes et les insultes lancés par la foule massée sur son passage. Elle mettra d'ailleurs 1 heure pour aller jusqu'à la place de la Révolution, ancienne place Louis XV, actuelle place de la Concorde, et monter à l'échafaud. La charrette arrive au pied de l'échafaud. Marie-Antoinette monte les marches avec courage, légèreté et agit rapidement. Elle aurait également trébuché et perdu un escarpin, qui a été récupéré par un fidèle et conservé actuellement au musée des Beaux-Arts de Caen. Dans sa hâte, elle marche sur le pied du bourreau. Marie-Antoinette dit « Faites excuse, monsieur le bourreau, je ne l'ai pas fait exprès. » Ce seront là ses dernières paroles. À 12h15, on installe Marie-Antoinette sur la planche, le couperet tombe. Un aide montre la tête coupée, qui bat des paupières. On crie « Vive la République !» Mais la grande foule reste silencieux. Le peuple se demande déjà ce qu'a gagné la République à tuer cette femme. Tout comme pour Louis XVI, il est ordonné que les bières, cercueils, des membres de la monarchie soient recouvertes de chaux. Les bourreaux chargent le corps de Marie-Antoinette dans une brouette et le déposent au cimetière de la Madeleine. On n'a préparé ni fosse, ni tombe. Pressés d'aller dîner, Samson et ses valets laissent le corps avec la tête entre les jambes à même l'herbe. Il sera jeté dans la même fosse commune que celle où est tombé celui de Louis XVI, on le recouvre de chaux pour accélérer la disparition du corps. Sous Louis XVIII, le cachot de Marie-Antoinette est transformé sous la Restauration en chapelle expiatoire, mais les lieux historiques sont bien présents, surtout les carreaux au sol. Louis XVIII fera élever à l'endroit du cimetière la Madeleine, la chapelle expiatoire. Située de nos jours sur le square Louis XVI, rue des Mathurins, seul endroit de Paris portant encore le nom du roi. Ses restes et ceux de Louis XVI furent exhumés le 18 janvier 1815 et transportés le 21 en la basilique de Saint-Denis. Chateaubriand dira « Le premier crime de la Révolution fut la mort du roi, mais le plus affreux fut la mort de la reine. » Le comte de Molien relate les propos de Napoléon sur l'exécution de la reine déchue, tirés des mémoires d'un ministre du Trésor public 1780 à 1815. Si ce n'est pas un sujet de remords,
Ce doit être au moins un bien grand sujet de regret pour tous les cœurs français que le crime commis dans la personne de cette malheureuse reine. Il y a une grande différence entre cette mort et celle de Louis XVI, quoique, certes, il ne mérita pas son malheur. Telle est la condition des rois, leur vie appartient à tout le monde. Il n'y a que seuls qui ne peuvent pas en disposer, un assassinat, une conspiration, ce sont là leurs chances. César et Henri IV ont été assassinés. L'Alexandre des Grecs l'eût été s'il eût vécu plus longtemps. Mais une femme qui n'avait rien que des honneurs sans pouvoir, une princesse étrangère, le plus sacré des otages, la traîneur d'un trône à l'échafaud à travers tous les genres d'outrages. Il y a là quelque chose de pire encore que le régicide. C'est en gravissant les marches de l'échafaud, qu'elle entre dans la légende, c'est une héroïne de tragédie, sacrifiée aux mânes de la République, dont le bourreau brandit la tête devant la foule, le 16 octobre 1793. Digne, malgré l'humiliation, détestée par la cour, puis par le peuple français, Marie-Antoinette comprend trop tard la calomnie dont elle est l'objet. Encore plus que Louis XVI, elle cristallise la colère et l'indignation du peuple au moment de la Révolution française. On lui reproche ses excès, alors que le pays meurt de faim. Avant d'être exécutée, à 38 ans, elle sort de son insouciance. Elle garde une grande dignité durant son procès, et arrive presque à retourner l'opinion publique. Le couperet de la guillotine a rendu à Marie-Antoinette la majesté dont ses ennemis l'avaient dépouillée, et l'a transfigurée en sainte de la monarchie. Elle est devenue, la reine martyre, de ces courtisans qui l'avouent aux gémonies du temps de sa splendeur et la critiquent encore en émigration, aux heures sombres de la Révolution. Peut-être était indécent d'évoquer. Soupçonnée de quelque faiblesse, l'épouse de Louis XVI revenait à commettre un crime contre la monarchie. La pieuse tradition royaliste perdure encore aujourd'hui. On réécrit inlassablement l'histoire de cette femme sensible et imprudente, que rien ne préparait à assumer un tel destin. Les images qui se superposent laissent apparaître une princesse au charme rayonnant, par manque d'amour, frivole par désœuvrement, une mère attentive, une amoureuse discrète, une souveraine de l'Ancien Régime défendant sans discernement les principes de la monarchie absolue, mais aussi une reine humiliée en tant que femme, en tant qu'époux, en tant que mère. Sa chute et son malheur la rapprochent du commun des mortels, et ses admirateurs, toujours nombreux, voudraient lui témoigner l'amour qu'elle n'a pas reçu. Une femme éprise de liberté, Marie-Antoinette souhaite avoir une vie privée et être heureuse. Elle tente d'échapper au carcan de la monarchie, plus rigide en France que dans la cour de Vienne. Selon Hélène de Lalex, elle est à la fois moderne dans sa manière de bouleverser l'étiquette et dans ses rapports avec ses enfants. Pour Marie-Antoinette, ses appartements forment un peu un cocon protecteur. Elle en remodèle le mobilier à sa guise. Reine de France et personnage controversé, Marie-Antoinette est avant tout une femme libérée qui a vécu à une époque qui n'était peut-être pas la sienne. Derrière la reine, il y a certes la femme, la mère, mais c'est surtout une personne joyeuse et paradoxalement en souffrance qui apparaît derrière l'icône. Une reine mal comprise, et qui, peut-être n'en avait pas l'étoffe. Marie-Antoinette semble être une femme sensible, dotée d'une forte personnalité et d'un caractère excessif. Sa passion pour les arts et l'esthétique en général certes ne l'avantage pas à Versailles dans son rôle de souveraine et vis-à-vis du peuple. Mais redonne à la femme son trait essentiel, un besoin d'exister et de vivre sa vie comme elle l'entend envers et contre tous. Peu de personnages de l'histoire de France ont suscité autant de passion que Marie-Antoinette, dont la vie, commencée dans les palais viennois, s'est tragiquement achevée dans la boue fangeuse du Paris révolutionnaire. C'était Maria Antonia Josepha Johanna von Habsbourg-Lothringen, dite Marie-Antoinette.